Bienvenue sur Ici Éco. Une réunion a rassemblé cette semaine le Premier ministre Nawaf Salam et une délégation de l'Association des banques conduite par Salim Sfair au Grand Sérail. Sfair a exposé les préoccupations du secteur bancaire concernant la loi sur le gap financier en s'appuyant sur l'étude réalisée par le cabinet international de conseil Ancora, mandaté par l'association au sujet du projet de la loi transmis par le gouvernement au Parlement. Sphère a présenté les risques auxquels le secteur serait confronté si le projet de loi était appliqué dans sa version actuelle, tandis que Salam s'est dit ouvert à la discussion à condition de rester dans le cadre général défini par le gouvernement, estimant que celui-ci constitue l'entrée obligatoire pour rétablir l'ordre dans les finances publiques et lancer le processus de redressement. Salam n'a montré aucune réaction aux conclusions de l'étude d'Ancora et a insisté sur la nécessité de respecter les principes sur lesquels le gouvernement a fondé son projet de loi. Des sources suivant le dossier confirment que parmi ces principes figure le refus persistant de qualifier la crise de systémique, élément clé pour adopter la répartition des responsabilités et des pertes. Il s'agit d'un point fondamental que le Parlement doit traiter afin d'assurer la réussite de toute réforme. En effet, reconnaître le caractère systémique de la crise obligerait l'État à définir un partenaire effectif dans l'assumption des responsabilités et notamment en prenant en charge la part principale des pairs afin de financer les dépôts. Durant cet épisode, nous poursuivons l'examen des principaux dossiers économiques et financiers, notamment le lancement par la Commission parlementaire des finances et du budget de l'examen de la loi sur la restructuration bancaire et la loi sur le gap financier, ainsi que d'autres dossiers avec le professeur d'économie à l'Université libanaise, le professeur Jassem Aja. Professeur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir est pour moi, merci. Donc voilà, pour commencer, la commission des finances et du budget, présidée par le député Ibrahim Kenran, a tenu une séance centrée sur la loi sur la restructuration bancaire et le gap financier. Les députés ont entendu les ministres des Finances et de l'Économie et de la Justice, ainsi que le gouverneur de la Banque du Liban. Pour commencer, que doit faire aujourd'hui le Parlement concernant la loi sur la restructuration bancaire et la loi sur le gap financier? Alors ça, c'est une question assez compliquée et la réponse n'est pas vraiment si facile, même s'il y a un certain nombre d'étapes ou d'actions que le Parlement devrait faire, et plus précisément la Commission. À mon avis, à mon sens, premièrement, donc, il y a une question majeure à laquelle il faudrait répondre. Est-ce que la crise est systématique ou pas? En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'elle est systémique? Oui ou non? Parce que à la base de la réponse, on verra comment en fait on va pouvoir travailler avec cela. L'État, si la crise est systémique, l'État et plus précisément le gouvernement ne peut pas rester à l'écart comme il est actuellement dans le cadre du projet de loi. Et là, à mon sens, là, il y a quand même, il faudrait forcer le gouvernement à prendre en charge une partie aussi donc de l'argent à rembourser aux déposants. C'est pas possible qu'il n'y a aucune responsabilité de l'État et que la responsabilité de l'État est juste un simple texte, une simple phrase écrite dans un projet de loi et qu'à la fin on pourrait s'en débarrasser facilement en disant que l'État n'a pas les moyens. Donc, à mon sens, la question, ça, c'est la question principale. Alors, le deuxième point, je pense qu'il faudrait conditionner la restructuration par la restitution des dépôts. Parce que, si vous voulez, imaginez le cas où vous avez, en réalité, vous commencez à payer et puis il y a des banques donc, qui survivent sans la restitution réel donc, de l'argent des déposants, aucune banque, même une nouvelle banque, n'aura pas donc la confiance des gens, des acteurs économiques. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est très simplement, donc, il n'y aura pas de dépôt. Il n'y aura pas de dépôt à l'avenir. Et on le sait, en économie, les dépôts, c'est à la base de toute l'action économique. Donc, l'idée de base, c'est vraiment refuser aucune séparation entre les deux. Alors le troisième point, et ça je pense à mon sens, je voulais juste mentionner que le deuxième point, c'est un point
ou je dirais quelque part, de litige entre les banques et le gouvernement. Le premier point, à savoir reconnaître le problème comme étant une crise systémique, c'est un problème entre le gouvernement et le Parlement. Maintenant, le troisième point, qui est le changement de hiérarchie des créanciers, de la hiérarchie des créanciers à la hiérarchie des responsabilités, ça c'est un problème entre le FMI et le Parlement libanais. Alors, C'est ça, on va en parler. alors, l'idée de base là-dedans, donc, le Parlement doit trancher là-dedans. Est-ce qu'on adopte la vision du FMI en disant c'est les créanciers, c'est l'hiérarchie des créanciers? Là, je ne vois pas comment, en fait, on a les banques qui vont payer en haut, et puis ensuite, vous avez les déposants. Donc, Professeur Aja, le FMI a formulé des observations sur le projet de loi sur la restructuration bancaire ainsi que sur le projet de loi sur le gap financier. Que veut réellement le fonds? Réformer les banques ou les liquider en effaçant leurs capitaux? alors, le FMI, c'est une institution financière. Alors, si vous voulez, donc, en principe, ils insistent sur la hiérarchie des créances. Et ça, c'est, euh, en d'autres termes, les actionnaires des banques commencent à payer, Mhm, ensuite les autres créanciers, et à la fin, il y a les déposants. mhm, Alors l'objectif, c'est vraiment, pour le FMI, c'est assainir le secteur bancaire en ne gardant que les banques qui sont solvables. mhm, Alors, le problème, c'est qu'il y a en réalité deux craintes là-dedans. La première crainte, c'est vraiment réellement là-dedans, il n'y a pas encore de cadre juridique qui protège les dépôts. Et la crainte, en réalité, c'est que si on applique la logique du FMI, il n'y aura pas de paiement de la part du gouvernement libanais d'aucun sou pour les déposants. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est injuste, vu quand même que le gouvernement, ou plutôt les gouvernements précédents, quand même ont dépensé cet argent. mhm. Alors, l'idée de base, c'est que c'est comme si on a privatisé les pertes, on les a données au secteur bancaire, aux créanciers et aux déposants. Et ça, c'est dramatique. Alors, euh, bien entendu, le, le FMI aussi essaye de faire ce qu'on appelle l'accordéon. C'est une technique qui consiste à effacer les capitaux des banques pour ensuite réinjecter à nouveau de l'argent là-dedans en considérant que c'est comme si c'était des nouvelles banques. Alors l'idée de base là-dedans, c'est que tout simplement, euh, ça on le fait dans le cadre où vous n'avez pas même l'État qui est insolvable. Vous le faites dans un cas où vous avez vraiment au moins un contrôle de la part de l'État en disant, voilà, on a quand même un moyen financier, on a la capacité financière d'appuyer de telles réformes, peut-être on pourra le faire. Mhm. Mais maintenant, deux problèmes apparaissent dans le cadre de cette logique. Si vous effacez les capitaux, automatiquement, les banques deviennent insolvables. C'est clair. C'est parce qu'il y a plus de capital. Et ça, sur ce point assez essentiel, qu'en est-il pour les dépôts? Est-ce que dans cet instant, on ne déclenche pas un autre processus qui dit que, vu que la banque, elle est insolvable, et donc dans ce cas, on entre dans le cadre de remboursement des dépôts par le biais de la fameuse commission de remboursement, donc plutôt de garantie des dépôts, avec 700, peut-être 800 800 dollars dollars. par compte. Deuxième point, et ça, je pense que c'est quelque chose de assez dramatique, si le gouvernement qui est en train de gérer cette problématique n'a pas les moyens financiers,
comment peut-elle enlever ou comment peut-elle imposer au secteur privé des réformes dont il peut même pas assurer, gérer quelque part les conséquences, même au niveau social. Dans le cas où on suppose que vous avez enlevé les banques, il y a un danger pour les dépôts. Est-ce que les dépôts, en cas où vraiment on n'a plus rien à rembourser comme argent, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une classe moyenne qui vraiment risque de perdre beaucoup à ce niveau. Hein. C'est clair, donc il est inacceptable qu'un projet de réforme ne soit pas lié à la restitution des dépôts. Supprimer l'article stipulant que la loi sur la restructuration bancaire n'entre en vigueur qu'après l'adoption de la loi sur la restitution des dépôts est inacceptable. Peut-il y avoir confiance sans restitution des dépôts? Absolument pas. Absolument pas. Il y a un lien, il y a un lien organique entre restructuration et restitution des dépôts. Il y a un lien organique. Et comme je vous ai dit au départ, Monsieur Maurice, aucun je dirais, economic player, aucun en fait agent économique ne mettra un seul sou dans une banque, hein, même si elle est neuve, la banque, s'il n'y a pas réellement la restitution de dépôt. C'est quelque chose d'essentiel. Soyons clairs, tout le monde n'a pas besoin de ces dépôts, de son argent qui se trouve à la banque. Mais le fait de savoir qu'on ne peut pas accéder à cet argent, ça c'est déjà une catastrophe, ça a tué la confiance. La confiance, c'est la base. Et il n'y a que ce lien organique qui pourrait d'une façon ou d'une autre ramener la confiance à sa place. Vous me redonnez mon argent et ensuite on verra. C'est ça l'idée de base. Mais là, je pense, quelque part, vu qu'on n'a pas de marché financier aussi au Liban, parce que la bourse, elle est presque morte. Vous savez, les banques, c'est le moteur de l'économie. Il y a deux types d'économies dans le monde. Il y a les économies qui se financent par les marchés financiers. C'est le cas de tous les pays, je dirais, développés. Et il y a les autres qui se financent par le secteur bancaire. Et donc le Liban fait partie des pays qui se financent donc par le secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire peut-être que les banques actuellement ne peuvent rien faire, elles peuvent rien financer. Je ne suis pas complètement sûr, parce qu'à la limite, à moins qu'on ait un certain nombre de garanties qu'on leur donne par rapport au crédit, c'est-à-dire qu'on ne leur oblige pas plus tard, comme ça s'est passé dans le passé, à rembourser des crédits en dollars, les rembourser à 1500 livres libanaises, je ne pense pas que ces banques n'ont pas la capacité. Elles peuvent avoir la capacité. Elles ont besoin de garanties. Elles ont besoin de garanties. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait vraiment un processus clair, selon une loi et non pas de circulaire de la Banque centrale pour rembourser les dépôts. C'est très important. La question de l'audit des actifs de l'État et des banques est également soulevée. Les dépôts, considérés comme illégitimes, estimés à 34 milliards de dollars, correspondent-ils réellement à ce montant ou plutôt aux 20 milliards de dollars évoqués par les rapports des experts mandatés par la Banque du Liban, l'État et les banques, ce qui porterait les engagements totaux à 65 milliards de dollars et non 50 milliards de dollars? Votre commentaire? Je crois honnêtement, donc, sans audit, on ne peut rien faire, on ne peut pas donner de chiffres. Et ça va rester dans le cadre de ce qu'on appelle la spéculation. Spéculer, c'est très simple. Dire n'importe quoi, c'est très simple. Mais la réalité, elle est dure. Il faudrait un audit. Et cet audit n'a pas été fait. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? On ne sait pas exactement. En principe, le gouvernement devrait prendre en charge cela pour faire l'audit. D'ailleurs, si vous voyez, ils ont fait un projet de loi complet sans qu'il y ait vraiment de vrais chiffres. Et comment vous pouvez en réalité prendre des décisions aussi profondes qui auront un impact jusqu'à peut-être 30 ans d'ici? Comment vous pouvez prendre ces décisions sans qu'il y ait vraiment de vrais chiffres au niveau de l'État et au niveau du secteur bancaire et au niveau de la Banque centrale? Juste pour vous dire, on n'a pas en réalité des autorat donc depuis 2003,
Et ça, c'est catastrophique. Mhm, On ne sait pas mhm, exactement. mhm, Est-ce que vraiment vous pensez que la dette de l'État, c'est ce qui est annoncé? Je ne le mhm, pense pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un risque qu'on pourrait retrouver dans l'avenir des sommes qui ne sont pas comptées et qui sont des dettes sur l'État libanais. mhm. Et c'est pour cela, je vais vous dire, le FMI, et là je suis d'accord, avait exigé un audit. On avait exigé un audit sur le secteur bancaire et sur la Banque du Liban, mais ça n'a pas été fait. Mhm. La question se pose aussi de savoir si le gouvernement continuera à s'aligner sur les exigences du FMI concernant la théorie de la hiérarchie des créances, Hierarchy of Claims, sans prendre en considération la hiérarchie des responsabilités, Hierarchy of Responsibilities. La décision finale doit revenir au Parlement compte tenu des risques majeurs qui menacent le secteur bancaire et les dépôts en cas d'application d'une telle approche, laquelle mènerait donc à la fermeture de la plupart des banques. Que signifie assaisir les dépôts avant d'appliquer la hiérarchie des créances afin de protéger les déposants sans céder au FMI? D'abord, en fait, si vous voulez, euh, le mot assainir, ça signifie distinguer entre ce qui est dépôt légitime et ce qui n'est pas légitime. Mhm, Alors, d'où est-ce que vient cette légitimité? Elle vient en réalité de la loi 44 sur 2015 qui liste 21 activités économiques dont les outcomes sont considérés comme de l'argent illégitime. mhm, Et donc, toute introduction de cet argent au niveau du secteur bancaire est pratiquement considérée comme étant du blanchiment. Alors, l'idée de base, c'est que le secteur bancaire libanais était quand même assez strict Certainement. au niveau de tout ce qui est money laundering et tout cela. Compliance, due diligence, Je etc. ne vois pas comment on pourrait arriver à quelque chose comme 50 milliards de dollars. Je trouve que c'est un tout petit peu, j'en sais rien, mais disons, parce que Exagéré, hein. oui, je pense que c'est un Mhm, peu mhm, peut-être exagéré. Je ne sais pas si c'est à la libanaise un tout petit peu mhm, exagéré ou pas, mais on ne peut pas le dire. Parce que vous savez, on peut pas jouer, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un jeu avec l'administration mhm, américaine. mhm, Le Trésor américain est très strict sur ce mhm, sujet. mhm. Vous le savez, vous vous rappelez toujours donc de la banque, Jamal Trust Bank. non, la banque canadienne. Mhm, Donc, je pense que quelque part, on ne peut pas plaisanter avec ça. mhm, Et déjà, dire qu'il y a une cinquantaine, c'est déjà mettre une mauvaise réputation pour le secteur bancaire à ce niveau. Si vraiment il n'y a pas de preuve à ce que cet argent soit illégitime, selon la loi en vigueur, à savoir la loi 44 sur 2015, je pense que c'est un tout petit peu c'est un mal mhm, qu'on fait au pays, tout le pays, pas mhm, seulement le secteur bancaire. mhm, En plus, ça donne un droit non mhm, justifié au gouvernement, donc de confisquer les dépôts. mhm. Le projet actuellement devant le Parlement ne définit pas clairement en chiffres la responsabilité de l'État. Le coût de restitution des dépôts inférieur à 100 000 dollars dépasse les 22 milliards de dollars, tandis que la liquidité disponible à la Banque du Liban et dans les banques ne dépasse pas les 15 milliards de dollars, laissant un déficit d'environ 7 milliards de dollars. Pour les dépôts supérieurs à 100 000 dollars, le projet prévoit leur couverture par des obligations adossées aux actifs de la Banque du Liban pour une valeur dépassant les 38 milliards de dollars. Toutefois, des doutes subsiste quant à la valeur réelle de ces obligations négociables, qui seraient très faibles, d'autant qu'elles ne sont pas garanties par les réserves d'or de la Banque du Liban. Selon l'étude d'Ankura, qui a analysé leurs données, ou bien les données de 25 banques représentant 92% du secteur, 550 000 déposants ne pourraient être remboursés en espèces si les réserves obligatoires de la Banque du Liban étaient considérées comme appartenant à la Banque centrale. En cas d'application de la loi sans amendement majeur, seules 10 banques pourraient honorer leurs obligations la première année, 8 la deuxième, 7 la troisième et seulement 6 la quatrième, tandis que les dépôts sans liquidité dépasseraient 29 milliards de dollars. Votre commentaire, professeur Achar? Il y a un problème déjà, un problème majeur, déjà pour les gens qui ont moins de 100 000 dollars.
On le sait, il y a réellement un vrai déficit au niveau du financement du projet de loi. Mhm. Même si le projet de loi est voté comme il est dans le cas où il est, je ne pense pas qu'on serait en mesure de pouvoir payer les déposants qui ont moins de 100 000. Aujourd'hui, ce qu'il en est, et d'ailleurs, ça c'est pas moi qui le dis, c'est déjà le gouverneur de la Banque centrale. Vous vous rappelez de ça? Donc, il y avait une sorte de reconnaissance indirecte de cela. Alors, aussi, il y a un problème, un deuxième problème, c'est que si vous supprimez les banques comme vous l'avez dit, vous supprimez des banques, vous savez, enlever une banque parce qu'une banque, j'en sais rien, peut-être insolvable ou peu importe c'est quoi la raison, ça veut dire que c'est moins de possibilités pour le crédit. Est-ce que vous savez que le pays ne peut fonctionner que par le biais du crédit? Qu'est-ce qui a fait augmenter notre PIB depuis 2005 jusqu'en 2018 de cette façon? Je veux dire, on est monté quand même de quelques dizaines de milliards, je dirais quelques milliards, à plus que 54 milliards de dollars de PIB. Qu'est-ce qui a fait monter cela? C'est principalement le crédit. Alors le crédit, c'est un outil essentiel. Les banques devraient revenir à leur fonction de base, à savoir financer l'économie par le biais du financement donc, des investisseurs, mais aussi le financement des consommateurs. Si on ne revient pas à cela, c'est un problème. Donc le fait de supprimer des banques, ça va réduire la capacité du secteur à donner des crédits, et ça va poser un problème au niveau économique. Maintenant, est-ce que peut-être vous allez me dire, mais on aura des investissements qui vont venir de l'étranger, etc. Je ne pense pas que ces investissements vont faire profiter à toute la population. En revanche, les crédits font profiter. Parce que vous savez, un principe est extrêmement important en économie, c'est le fait que plus l'argent est distribué aux gens en termes de contribution économique, plus en fait le PIB est élevé. Et c'est pour cette raison, je pense que le secteur bancaire ne distingue pas réellement entre les gens, entre leurs capacités, etc. Chacun va prendre un crédit, va pouvoir prendre un crédit selon un certain nombre de critères qui vont plafonner le montant, pas vraiment le fait de ne pas avoir un crédit. C'est pour cela, je crois, l'idée elle-même, bien au contraire, il faudrait essayer de renforcer cette capacité de crédit qui reste le moteur sur le long terme pour tout ce qui est croissance économique. Nous allons passer au dossier des finances publiques. Il y a environ une semaine, une hausse de 300 000 livres libanaises sur le bidon d'essence est entrée en vigueur, parallèlement à une augmentation d'un point de la TVA afin de générer des recettes supplémentaires pour le Trésor. Ces mesures adoptées malgré l'opposition de plusieurs ministres relancent le débat sur le coût des choix financiers et leurs répercussions directes sur les citoyens. Cette décision touche toutes les catégories sociales. La hausse du carburant affecte le coût de transport et les prix des biens, tandis que la TVA concerne la majorité des dépenses quotidiennes. Le financement provient ainsi une fois de plus de la poche du citoyen, du militaire, de l'enseignant et de toute personne dépendante d'un revenu fixe dans un contexte de pouvoir d'achat déjà érodé. Assurer près de 800 millions de dollars, soit environ 20% du budget, en peu de temps, n'est-il pas une mission quasi impossible sans vision réformatrice préalable? Elle est en fait. Elle est, sans aucun doute, elle l'est. Euh, on était en train de parler à l'instant donc de cette histoire de dépôts légitimes et illégitimes. L'argent cash qui se trouve sur le marché, ça nous pose un gros problème. Pourquoi vous ne l'avez pas en fait rendu, je dirais, légal selon la loi? Pourquoi vous ne faites pas ça? La Banque mondiale avait estimé en fait la moitié de l'économie libanaise était une économie de cash. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait juste
de remettre ça comme étant en fait de l'économie normale, remettre ça au secteur bancaire et puis ensuite que l'État puisse toucher les impôts et les taxes qui se doivent sur cette activité, en supposant que, juste comme ça, c'est juste un calcul simple, en supposant que vous avez en fait 15 milliards de dollars d'activité économique en cash, vous avez en fait 10% TVA, et ça y est, vous avez 1,5 milliard de revenus pour l'État. 1,5 milliard, ça couvre le coût de toute augmentation salariale. En plus, ça permet au gouvernement d'avoir un excédent au niveau du budget et tout le monde. Mais la question, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et là, je pense que c'est quelque chose vraiment qui montre qu'il n'y a pas de réforme. Juste l'idée, dans une situation assez critique, comme la situation dans laquelle on vit, où les salaires ne suffisent pas, vous êtes en train de financer une hausse de salaire ou contribution sociale, comme vous voulez l'appeler, par une hausse des taxes. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui montre que vraiment, on a choisi la solution la plus simple, celle qui rapporte le plus l'argent, et puis on l'a adoptée sans réflexion. Vous savez, la Banque mondiale avait parlé de 4% de croissance cette année. Vous pouvez d'ores et déjà dire, dès maintenant, au revoir à ces 4% de croissance. Mais professeur, peut-on corriger les salaires sans risque de reproduire les conséquences d'une nouvelle grille salariale non étudiée? Alors, je dois le dire. En fait, le problème, pourquoi on réclame une hausse de salaire? On réclame une hausse de salaire parce que tout simplement, l'argent ne suffit plus à satisfaire nos besoins, même parfois pour un certain nombre de familles, les besoins de base. Et les fonctionnaires ont totalement raison. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose de crucial et c'est quelque chose d'important. Mais ça veut dire que leur pouvoir d'achat s'est réduit. Ça veut dire, en d'autres termes, que soit, en fait, on a une inflation et cette inflation contredit ce que d'ores et déjà, est annoncé par l'administration centrale des statistiques, ou l'autre côté, on a une hausse, je dirais quelque part, artificielle, d'une façon ou d'une autre, causée par un certain nombre de facteurs. Je vais m'exprimer. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on peut mettre le prix qu'on veut. Le contrôle n'est pas si efficace que ça pour pouvoir réprimer un certain nombre de fraudes, je dirais, commises par un certain nombre donc, de commerçants. Et même si on lui met un PV, il s'en fout. De toute façon, le PV ne sera traité que dans 3 ans, 4 ans. Et il va payer peut-être combien? $1,000 pour cela. Il aura gagné pas seulement $1,000, mais peut-être 1,000 milliards là-dessus. Je crois honnêtement à ce stade, vous avez tout ce qui est en fait propriété appartenant à l'État, que ce soit maritime ou au niveau tout autour des fleuves. Aussi, vous avez plein de choses, plein d'activités qui échappent d'une façon ou d'une autre jusqu'aujourd'hui. Et c'est juste après l'annonce qu'ils allaient augmenter la TVA de 1%. Est-ce que vous savez que l'activité de transfert de tout ce qui est biens et services de Chine au Liban, sans passer par les douanes, est activée actuellement au Liban? Ils viennent vous voir dans vos bureaux en vous disant, voilà, on peut vous ramener ça sans passer par les douanes. Et ils appellent ça door-to-door. Donc, c'est une sorte d'activité qui s'est développée. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour empêcher cela? Mais ça, c'est de l'argent qui vous échappe. À mon sens, et ça, vous avez dit un mot assez crucial, sans réforme, vous pouvez oublier. Je veux dire, déjà, ils ont injecté une inflation. Même s'ils reviennent sur les 300 000 livres libanaises, l'inflation va rester. Aujourd'hui, le marché est un marché
qui contient, qui est un marché oligopole, pratiquement dans tous les secteurs. Donc, il n'y a pas de compétition. Et donc, il n'y a pas de flexibilité au niveau des prix. Les prix qui augmentent ne baissent jamais. Je crois, une des réformes assez essentielles pour pouvoir donner aux citoyens et aux employés vraiment un peu de dignité humaine, c'est vraiment de renforcer la compétition. Il n'y a pas de compétition. Celui qui vous dit qu'il y a une compétition au niveau du marché libanais, à mon sens, il n'a pas étudié la structure des prix. La structure des prix montre indiscutablement que c'est un marché oligopole. C'est un marché où on se met d'accord sous la table par accord tacite sur les prix et on l'impose sur tout le monde. Et quand on questionne les responsables sur ça, elles disent il y a plusieurs endroits où vous pouvez en acheter. Mais ils se sont mis d'accord entre eux sur les prix. Et donc les citoyens souffrent de cela. En plus de ça, vous avez en fait une inflation qui vient de l'extérieur, je dirais quelque part causée par les tensions géopolitiques ou autre chose. Et ça aussi, ça renforce. Donc, il y a deux choses de la part du gouvernement à faire. La première chose, c'est vraiment contrôler les prix, pas au sens où on est en train de, je dirais quelque part, de contrarier l'économie libérale. Non, c'est tout simplement, c'est quand même de savoir que ils se mettent d'accord. Et ça, c'est d'après la loi, c'est interdit. Je veux dire, c'est quelque chose de grave. Et donc, c'est pour contrôler les prix, mais aussi la deuxième chose, c'est pouvoir financer une augmentation bien étudiée. Dans toutes les économies, le plus raisonnable et le plus sage, c'est de financer ces augmentations de salaire ou de contributions sociales par la croissance économique. La croissance économique n'existe pas. Donc, comment vous voulez faire? Le secteur bancaire qui devrait financer les crédits, les investissements, n'est pas là. L'État n'a pas fait de réforme. Comment vous voulez attirer des investissements pour créer de la croissance, pour que cette croissance se distribue aux autres? Donc, je pense honnêtement aujourd'hui, toute ressource qui n'est pas utilisée en économie, il faudrait la taxer. Et deuxièmement, il faudrait combattre l'économie cash. Professeur Jassem Aja, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir pour moi, merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.